Capsule numéro 2, concernant les caméras d'époque argentique, vintage, là, un petit peu historique, celles qui ont marqué un peu plus l'histoire de la période argentique. Avec William, lors de la dernière capsule concernant le Nikon F, William avait parlé qu'il avait beaucoup apprécié le viseur poitrine du Nikon F puisque ça permettait comme discours photographique, position, intimidation, etc. Alors, il avait dit qu'il voulait explorer davantage ces possibilités-là sur des caméras qui avaient été conçues pour ça. Et je lui avais recommandé, en fait, il avait proposé le Hasselblad. Et ici, il a fait pendant 2-3 semaines des prises de vue avec un Hasselblad 500 ELM avec différentes pellicules négatives, noir et blanc ou couleur. Et avec uniquement la 80 mm 2.8 et uniquement le viseur poitrine avec la loupe d'appoint pour aider à faire la mise au point. Donc, c'était ça. Je crois que tu as fait aussi des photos au flash. Oui. Et étant donné que dans le cas de cet objectif-là, la Synchro X était défectueuse, pour synchroniser, il a fallu qu'il fasse du open flash. L'éclairage atténué, tu te mets sur B, tu déclenches le flash, puis tu relâches B. Donc, ça, c'était un handicap, mais ça n'a pas paru trop dans les images. Donc, première impression globale, William, tout confondu, on parlera peut-être d'images spécifiques ensuite, sur la période de 2-3 semaines que tu as eue avec l'appareil. Je pense qu'au total, tu as tiré combien de rouleaux? 4, dont un qui est en train d'être développé en ce moment. Donc, c'était tous des rouleaux de 12 poses, du 120. Il n'y a pas de 220 là-dedans. Donc, ça veut dire à peu près 48, cinquantaine de photos. Et global, est-ce que ça t'a répugné, ça t'a attiré? Tu voudrais continuer dans cette direction-là? Définitivement, mais j'étais content de l'essayer après la conversation qu'on a eue avec le Nikon F parce que, effectivement, c'est la philosophie du poitrine, tout ça, poussé à son... Je veux dire, dans une caméra qui est faite pour ça. Puis, encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça ralentit le geste, ça propose peut-être une réflexion des fois un peu plus poussée sur comment tu vas composer. Excuse-moi, tu dis que ça ralentit le geste parce qu'il y a juste 12 poses ou parce que... Non, ça ralentit le geste, je dirais, pour deux manières. D'une manière un peu imposée par le format, où est-ce que, en fait, peut-être le format de l'appareil est moins pratique pour prendre des photos, des petits snapshots rapides. Parce qu'il n'y a pas de levier d'armement comme oui, ça? Oui, c'est ça. Puis aussi parce que, évidemment, ça vient du fait que je ne suis pas habitué, mais sur le dépoli dans la caméra, l'image est inversée. Donc, quand il vient le temps de cadrer, tu es tout le temps en train de « Ah, oh, je m'en vais du mauvais côté » et tout ça. Fait que ça ralentit. Puis en fait, comme tu dis aussi, du fait que tu as juste 12 poses, là, tu te places puis tu essaies de faire compter chaque... Est-ce que la variable financière était un frein aussi? Parce que 12 poses sur un 2,4, ça ne coûte pas le même prix que 12 poses sur un 35 mm. Je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que 12 poses coûte le même prix que 36 poses. Donc, c'est comme chaque cadre te coûte 3 fois plus cher en 2,4. Oui, bien... Est-ce que ça, c'était une variable qui faisait que tu pensais un petit peu plus, que tu ralentissais? Honnêtement, non. Parce que, bon... j'ai jamais été trop, quand j'ai fait des photos avec les autres caméras argentiques que tu m'avais prêtées, j'ai jamais été trop fou sur la gâchette puis à faire plein de photos et tout ça. Donc, je prenais quand même mon temps pour faire des trucs. C'est plus que, c'est pas tellement un incitatif financier, c'est plus que tu en as juste 12 avant de devoir, ben, soit en mettre d'autres, soit retourner chez Borealis, dépendamment de si t'en as sur toi. Fait que, mettons que j'avais pas d'autres films sur moi, là, je sais que j'en ai juste 12. OK. Alors, on continue sur les impressions globales? Bon, c'est sûr que ce qui est intéressant avec la caméra comme telle, un peu comme le Nikon F, en fait, c'est que c'est vraiment modulaire. Donc, les dos 120 qui s'enlèvent. Donc, on peut avoir plusieurs dos, mettre différents films dedans. Puis là, je suis dans une situation XX. Il me faut du 800 au lieu du 100. Là, je sors mon 800. Fait que ça, tu peux changer les dos. Ça, déjà, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pratique. Bon, ça, c'est sûr que c'est le modèle du Hasselblad 500 avec le moteur pour recharger le miroir. C'est intéressant, je veux dire, ça fait en sorte que tu n'es pas obligé de penser à tourner le moteur.
manuellement, mais en même temps, ça rajoute du poids, ça rajoute une variable de batterie qu'il faut que tu branches. La batterie dure assez longtemps, ça, c'est pas un problème vraiment, là. Mais si c'était à refaire, peut-être si un jour je m'en achetais Est-ce que tu es attiré par le 2,4? Tu as fait du 35, là, tu as fait du 2,4. Est-ce que entre le 35 et le 2,4, si tu avais à t'acheter du matériel, tu achèterais du 2,4 ou du 35? J'irais définitivement vers quelque chose qui est plus large que 35, que ce soit 6 par 6. Puis là, évidemment, à travers mes expériences avec ça, j'ai rencontré plein d'autres choses, là, des Pentax 6.7, 6.45, tout ça. C'est définitivement des formats vers lesquels j'irais, surtout avec les... Pourquoi? Ben, c'est sûr que visuellement, je trouve ce qui interpelle, c'est évidemment, vu que le format est plus grand, on va chercher des focales plus longues. Puis ça fait en sorte que avec mettons, des points de vue, des angles de prise de vue qui n'ont pas l'air tellement télé, tu réussis quand même à aller chercher une profondeur de champ assez faible, donc avoir un background assez crémeux. Pas que je suis un tripeux nécessairement de profondeur de champ super faible, puis de macro, puis tous ces trucs-là, mais je trouve que j'ai l'impression que quand les gens voient une photo comme ça qui a l'air shootée semi-grand angle, semi-normal, puis que tu as quand même l'arrière-plan qui est vraiment hors foyer, les gens sont un peu interpellés, puis c'est déstabilisant un petit peu. Je trouve que ça met toute une atmosphère. C'est sur quelle image que ça t'a particulièrement interpellé, ça, cette qualité-là, puis que tu l'as découvert? C'est-tu au viseur que tu l'as découvert ou c'est une fois que tu as regardé tes images développées, tu as dit « Wow, c'est le fun ». Non, mais on pourrait la montrer. Je trouve que ça paraît déjà sur les viseurs. Mettons, dans les images que j'ai faites, celle où ça paraît particulièrement... Il y a celle de moi à mon module, là. Ouais, mais il n'y a pas tellement grand-chose derrière toi. J'ai une photo de mes grands-parents chez eux où est-ce qu'il y a le mur qui fuit derrière, ça paraît. Une photo de ma blonde au parc. OK. Alors, donc, préoccupation esthétique. Ça permet un certain esthétique au niveau des propriétés optiques, de la chute de mise au point, appelons ça comme ça, ou le bokeh, ou la vitesse à laquelle la chute de mise au point se produit. D'autres aspects que tu as aimés ou que tu n'as pas aimés? Ben, pas aimé. C'est sûr que ça vient un peu en contradiction avec ce que je disais dans la vidéo du Nikon F, mais peut-être si je m'achetais une caméra, j'irais peut-être que je retournerais vers quelque chose qui a un format un peu plus, qui ressemble un peu plus à un SLR normal avec le viseur peut-être. Genre, tu veux dire un genre Pentax peut-être. 7? Ouais, genre. OK. Parce qu'en fait. La prise en main, t'aimes la prise en main? Ouais, puis c'est souvent, j'étais dans des situations qui me permettaient de prendre assez de temps pour faire un portrait puis tout ça, mais où est-ce que j'avais pas assez de contrôle pour, mettons, me placer sur une petite marchette ou un truc comme ça, puis là, tu as la caméra sur la poitrine, puis c'est pas vraiment l'angle de prise de vue que tu aurais fait. Tu aurais aimé peut-être être plus haut. Ouais. Ça limite beaucoup, je trouve, le mouvement que tu peux faire avec la caméra. Puis si je t'avais prêté un viseur, parce qu'il existe des viseurs prises qui vont là-dessus, mais en même temps, quand tu veux passer viseur poitrine, il faut que tu remettes la targette, tu ôtes le dos, tu tires le viseur, tu le mets dans ta poche. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose comme Pentax font, les 6.7, les 6.45, avec la poignée sur le côté. C'est quelque chose que... Mais j'irais définitivement vers quelque chose qui a des dos interchangeables aussi. Fait que là, ça commence à... Parce que tu étais frustré, tu trouvais, ça c'est une situation qui mérite de la couleur, ou ça c'est une situation qui mérite du noir et blanc. Non, c'est parce que comme tu dis, il y a des situations où j'ai fait des photos au flash. Puis là, donc, je voulais être sûr d'avoir l'ISO le plus bas possible parce que le flash était assez puissant. Puis là, j'avais comme du 800 dans la caméra. Je savais que demain, il fallait que je fasse une photo au flash avec quelqu'un d'autre. Là, j'étais comme, il faut que je dépense vite mon 800 avant de passer au 100. Puis tout ça, fait il aurait fallu que je te passe 2-3 dos. C'est ça. D'accord. Et c'est pour ça que dans ta considération future, une caméra à dos interchangeable, c'est un avantage significatif. Mais ça enlève le désavantage. C'est sûr que les DSLR, un des gros avantages, c'est que tu peux changer l'ISO comme tu veux sur la caméra. Ce qui est... Et les numériques. C'est ça. Numérique, excuse-moi. Okay. J'ai dit DSLR. Ah ouais, OK, c'est beau. Les choses que tu n'as pas aimées, là, que c'est sûr là, que comparé au numérique ou comparé au 35 mm pellicule, là, une affaire là, que si tu avais pu... Ouais, ben, je trouve que les points faibles, c'est des points... c'est un peu évident là, que tu vas dire, ben, t'as un cachoté numérique. Là, si je dis, ben, c'est ça, tu peux pas changer. Nomme-les. Ben, évidemment, le nombre de
photos que tu prends par rouleau. Tu as 12 photos sur un numérique, tu peux prendre des centaines de photos. Évidemment, il n'y a pas d'autofocus, mais... Tu as eu des photos hors foyer à cause Non. Moi, j'ai l'impression que non. Tu m'as dit des fois, peut-être quand la lentille à 2.8 n'était pas à son meilleur d'un point de vue optique, tout ça. Vraiment pas. Mais c'est tout, je trouve, des défauts qui sont pas des vrais défauts. Jamais je me suis dit, il m'aurait fallu l'autofocus ou il m'aurait fallu. Ça n'aurait pas fait une meilleure mise au point en passant si l'optique. Non, c'est ça. L'autofocus ne te fait pas une meilleure lentille. Puis, donc, c'est pas tant des défauts. C'est sûr, comme je te dis, bon, la batterie, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Puis en fait, je pense que la preuve que le moteur avec la batterie est plus ou moins apprécié, c'est que sur le marché de l'usager, les boîtiers à batterie sont moins chers que les boîtiers à main. T'sais. Et les boîtiers à batterie sont plus rares. Il s'est vendu beaucoup moins de 500 ELM que de 500 CM. Et pourtant, c'est ceux qui coûtent le moins cher. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont vraiment pas désirés. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, j'imagine... Moi, évidemment, ça n'a pas été un problème pour moi, mais j'imagine que trouver des batteries de remplacement pour ça, ça doit être... On peut mettre une pile de 9 volts maintenant. Il y a une espèce de petit truc de plastique qui se vend un peu partout. OK, cool. Mais c'est effectivement un problème. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire de mal sur... Ta photo préférée, dans celle que tu as faite, puis quand tu as regardé tes images, tu as dit « Waouh, tu étais content de toi », puis c'est à cause de soit la démarche ou du format de la caméra, c'est laquelle? Là où l'est. Là où l'est, oui. C'est sûr, j'ai une photo d'un de mes amis, Anthony. On en a parlé, là, il est de côté sur un portrait, sur un fond noir, sur un fond de coin noir. Peux-tu raconter le setup un petit peu, le contexte? Oui, ben c'est un peu comme tu disais, ça c'était au flash. La caméra ne peut pas syncer avec le flash, fait que je mettais mon éclairage, je faisais des tests numériques. Ça donnait quelle ouverture à peu près? Oh boy, de mémoire comme ça, j'aurais dû prendre des notes. Je pense que non, je devais être vers le milieu, peut-être 5-6. Donc tu étais à une très bonne ouverture, parce que c'est le milieu qui, sur cet objectif-là, était bon. Et puis, je pense que tu avais pas mal de puissance. C'était un gros softbox que tu avais d'un côté. Oui, mais je devais être peut-être à 125 watts seconde ou 250. Puis, tu as aimé la gradation que ça a fait? Ou parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'une douceur. Je ne me souviens plus quel mot tu as utilisé. Ce qui t'a impressionné dans ce format-là et dans le fait que tu es en pellicule, c'était la gradation par rapport à du numérique, en particulier dans les hautes lumières. Peux-tu me parler de ça dans tes photos ou qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à cette conclusion-là puis que tu l'apprécies beaucoup, même, parce que là, il faut remarquer quelque chose, William n'a pas jugé c'est négatif. Là, quand il parle de gradation, il ne parle pas de la gradation qu'il voit à l'œil sur ces négatifs, couleur noir et blanc, il parle de la gradation qu'il voit sur des numérisations de ces négatifs-là. Donc, si déjà, à partir de numérisation, la gradation est bonne, s'il n'y avait pas une numérisation qui, elle, est sujette à induire peut-être un banding, un plaquage quelconque, on peut juste supposer qu'elle est encore meilleure. Mais à partir de la numérisation, tu es arrivé à certaines conclusions. Bien, je ne veux pas non plus être un évangéliste du film ou quoi que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que c'est marquant quand tu regardes ce qui sort du scan ou toutes les... Comme si les gradations sont ultra douces, il n'y a jamais rien qui va piquer. J'aimerais ça que tu donnes un exemple sur une image, parce que les gens qui n'ont jamais shooté en pellicule, peut-être qu'ils s'abstraient avec les mots que tu utilises. Donner une image, donner une situation où tu dis « ça, c'est plus beau que ça avait été en numérique ». Par exemple, tu as une photo faite de nuit d'une caserne militaire, et puis tout est centré, puis tu as une source lumineuse. Il devait y avoir un spot en plein milieu, au-dessus de la porte de la caserne. Et là, ben, le spot, évidemment, c'est une tache éblouissante dans la photo et ça s'en va vers l'obscurité quasiment totale parce que c'est la nuit, cette photo-là. Il est peut-être 9 h, c'est vraiment le coucher du soleil, mais c'était le soir par temps couvert. Et si on regarde ce qui se passe autour du spot, la façon dont les couleurs, dont ça crame, parce que ça devient au blanc max à un moment donné, mais toute la transition entre les tons moyens et le cramage, l'éblouissement total, c'est vraiment c'est une belle photo pour montrer ça aussi. C'est le fun parce que ton spot est en plein milieu. Alors, quand le spot est en plein milieu, si jamais la lentille fait des flares, là, ben, ils sont concentriques, ils sont minimisés. C'est quand les spots sont asymétriques. Mais je trouve que c'est un bel exemple du comportement d'un haute lumière de la pellicule argentine. Puis tu parles de cette photo-là, c'est même un exemple de quelque chose d'autre par rapport à ce que la caméra peut faire parce que évidemment, la forme de la caméra ne propose pas tellement des prises à main levée. Puis ça, c'était
C'était une photo, je pense que j'ai faite à 1/8 de seconde ou 1/4. Puis, tu sais, je disais jamais L'as-tu avec. fait à main levée? Ben, je l'ai fait poitrine, tu sais. OK. Puis jamais avec une caméra un DSLR, je penserais à shooter à 1/8. Mais avec ça, je sais que, tu sais, je peux m'asseoir, je peux tenir la caméra comme du monde, prendre mon temps. Il y a une chose aussi, plus que les caméras sont lourdes, plus qu'elles sont difficiles à vibrer. Hein? Je vais vous donner une brique de 50 livres de main, je vais vous demander de la shaker rapidement, là. Puis c'est très difficile. Donc, le poids, le simple poids d'un appareil diminue tout de suite sa vibration quand il n'est pas déposé sur quelque chose qui vibre, quand il est tenu dans nos bras, parce que nos bras agissent comme une suspension. Plus la caméra est légère, plus que nos micro-tremblements, notre fatigue, le fait qu'on a pris du café, va se transmettre dans la caméra. La photométrie, Ouais, ça s'est assez bien passé, les lectures avec le posemètre. Le problème, c'est plus quand tu changes de film, tu changes l'ISO sur le posemètre. Ah, tu fais allusion à quoi? J'ai eu quelques petits accrochages avec ça, mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose d'autre parce qu'il y a eu Là, tu fais allusion au fait que tu changeais de pellicule, qu'il y avait un autre ISO, ça. et tu oubliais de changer sur le posemètre l'ISO. C'est ça. Donc, tu te ramassais sur X ou sous X sur la pellicule. Ben, c'est ce que je pensais, puis en fait, ça m'a donné l'occasion de faire un autre test où est-ce que je pense que les 2 dernières photos d'un rouleau de 400, je les avais mal exposées. Puis là, j'ai mis un 800 dedans après, qui était l'autre film que j'avais sur moi. Puis j'ai dit à la personne qui était là, j'ai dit, ça te dérange-tu si on refait les photos? Je les ai plus ou moins bien exposées, là, je vais les revoir bien, puis tout ça. Puis quand j'ai reçu les scans des deux, ils sont exposés exactement pareil. Donc, je veux dire, malgré qu'il y en a une qui était mal exposée, je veux dire, la pellicule retient tellement d'informations que tu peux aller tout rechercher. Puis une fois que le scan est fait puis que tout ça est balancé, tu vois presque pas de différence. Ici, par expérience, je dirais peut-être, c'est surtout vrai avec la surexposition en négatif. La surexposition en négatif, ça peut en prendre un cran, 2 crans, 3 crans, puis il y a des conditions là, en négatif couleur en particulier. On peut aller à 5-6 crans sur X, puis c'est surprenant comment est-ce que ça va ressembler à l'image bien exposée quand on va la réexploiter. En négatif noir et blanc, je ne dirais pas ça nécessairement, là. Il y a quand même un jeu. En sous-exposition, par contre, tu oublies de changer ton ISO. Tu as un film de 800 ISO, ton posemètre est à 800, tu passes sur une pellicule de 100 ISO qui a besoin de beaucoup plus de lumière, tu laisses ton posemètre à 800, Oui. tu es donc 200, 400, 800, 3 crans sous X, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va être mince comme négatif, granuleux, tes ombres vont être vides. Ça pardonne plus dans la surexposition. Ça pardonne plus ouais. dans la surexposition. En numérique, ça n'aurait pas pardonné en surexposition. Par contre, tu l'aurais vu sur ton écran, si tu regardes ton écran, que bon, c'est cramé ou. Il faudrait faire une caméra qui fait bip bip quand c'est cramé. Un avertissement audio. Ça avait été ridiculisé chez Nikon. Nikon avait sorti la première caméra qui fait bip bip, la Nikon EM 78-79, un truc du genre. Et c'était considéré très, très peu professionnel. La caméra bipait quand c'était trop lent la vitesse d'obturation, quand ça passait en bas d'un 30 ou un 15, parce que c'est une caméra qui exposait automatiquement, la caméra t'avertissait, oups là, arrête de grouiller, ou fais attention, fais quelque chose, change d'ouverture, mets un flash. Et la publicité disait, c'est votre caméra qui fait bip bip, parce que c'était quelque chose de nouveau. Et ensuite, c'est disparu. Cette fonction-là, parce que ça avait été trop critiqué comme étant une fonction très amateur. Il faudrait demander à Nikon la vraie raison, là, mais disons que dans le monde professionnel, ce n'était pas du tout respecté.